Monsieur Alain de Benoît, vous êtes écrivain et journaliste français, spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur de Benoît, comme première question, votre analyse sur ce qui se passe actuellement au nord de l'Afrique, et très particulièrement en Tunisie, en Égypte, s'il vous plaît. Actuellement, on a assisté à des révoltes populaires de très grande ampleur, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, mais évidemment, comme l'Égypte est le pays arabe le plus peuplé de la région, est une puissance géopolitique importante, l'attention s'est concentrée tout naturellement sur ce qui s'est passé en Égypte. J'ai l'impression personnellement que le temps joue un peu contre les manifestants, car une révolte qui consiste à manifester dans les rues ou sur une place du Caire peut évidemment s'essouffler, et mon sentiment est que l'on s'oriente vers une solution de transition avec probablement Soleiman qui va s'imposer de plus en plus dans les mois qui viennent. Il faut savoir que Soleiman est un homme qui est tout à fait acquis aux intérêts américains et israéliens, et que par conséquent, son arrivée au pouvoir ne changera pas fondamentalement l'orientation internationale de l'Égypte. Mais en revanche, sur le plan intérieur, il va très certainement être obligé de composer avec les forces politiques existantes, la principale étant celle des frères musulmans. On peut donc penser que ceux-ci vont renforcer leur influence dans les mois qui viennent, et il est encore trop tôt, évidemment, pour savoir sur quoi tout cela débouchera. Mais à mon avis, on va avoir un gouvernement de transition et pas du tout une solution définitive. Et j'étais là, s'agissant de cette transition, Oumar Soleiman, en fait, vous l'avez dit, a dit à l'issue d'une rencontre avec Hosni Moubarak qu'on va organiser une transition pacifique, ordonnée. Vous voulez dire qu'il s'agit d'une transition souhaitée par les Américains et les Israéliens? Les Israéliens ont soutenu Moubarak plus ouvertement et plus longtemps que les États-Unis. Ils auraient vraiment souhaité que, évidemment, Moubarak reprenne les choses en main, car aussi longtemps que Moubarak était au pouvoir, les Israéliens pouvaient être à peu près tranquilles sur leur flanc sud, n'est-ce pas? Ils pouvaient se consacrer à concentrer leurs attaques sur la bande de Gaza, sur le Liban, etc. Dès l'instant où l'Égypte redevient un pays instable, c'est évidemment une menace pour les Israéliens, et ce qui explique leur réaction. Les États-Unis, qui ont réagi très vite, évidemment, savaient très bien que Moubarak n'était pas sauvable, et que par conséquent, il fallait le faire disparaître de façon plus ou moins ouverte, de manière à le remplacer par quelqu'un qui leur soit également favorable. Ils avaient un appui chez les manifestants avec El Baradei, ils avaient un appui avec Soleiman du côté de la classe politique, et il semble donc que c'est Soleiman qui va organiser cette solution de transition en attendant de nouvelles élections, etc., etc. Monsieur de Benoît, vous venez de faire allusion à une remarque très très intéressante. Les Américains étaient arrivés à la conclusion que Moubarak n'était plus sauvable, et c'est pourquoi les Américains ont lâché en quelque sorte Hosni Moubarak en appelant à une transition immédiate du pouvoir. Apparemment, cette action des autorités de la Maison-Blanche n'a pas plu, par exemple, à certains dans les régions. Selon certaines dépêches, les Saoudiens ne sont pas contents de cette attitude de Barack Obama. Ils la qualifient même de faute de faute diplomatique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les Saoudiens ont adopté une position maximaliste, parce qu'il ne suffit pas de dire il fallait sauver Moubarak, il fallait encore trouver les moyens de le sauver. Or, c'était extrêmement difficile. Si il n'y avait pas eu d'autre solution pour les Américains, je pense qu'ils se seraient accrochés à Moubarak. Mais dans la mesure où, avec Soleiman, ils peuvent compter sur quelqu'un qui leur est assez favorable, qui est influent, il ne faut pas oublier que c'est l'ancien chef des services secrets égyptiens,
ils peuvent espérer que, du point de vue des orientations internationales, il n'y a pas grand-chose qui changera avec Soleiman. Donc je pense qu'ils ont simplement été plus pragmatiques que ne l'auraient souhaité les Saoudiens. Peut-on dire que, voilà, en fait, s'agissant de cette attitude des Saoudiens, peut-on dire que, en fait, les Saoudiens aussi sont inquiets de ce qui se passe dans la région et eux aussi ils sont arrivés à la conclusion que la période, en fait, de la domination sur le peuple, la période, si vous voulez, des régimes dictatoriaux est bel et bien révolue désormais avec ce qui s'est produit dans la région. Oui, c'est très. Je partage cette analyse. Les Saoudiens étaient parmi ceux qui avaient le plus intérêt au maintien du statu quo, c'est-à-dire le maintien de régimes despotiques ou dictatoriaux, totalement coupés du peuple, profondément imprégnés par la corruption des élites et des classes dirigeantes. C'est une chose qui leur était profitable. Toute remise en cause du statu quo, toute instabilité, parce qu'il y aura inévitablement une certaine instabilité dans les mois qui viennent, évidemment les inquiète, c'est tout à fait compréhensible. Mais je pense que, même s'il est très difficile de faire des pronostics à court terme du fait que nous rentrons dans cette période de transition, il n'empêche que, comme vous le disiez, il y a une époque qui est maintenant révolue. Et on voit bien qu'une page est tournée dans une grande partie du monde arabe, dans une partie importante du Maghreb, du Mashrek, et ainsi de suite. Monsieur Zobanoa, s'agissant des autorités de la Maison Blanche, on avait l'impression qu'elles s'étaient laissées en quelque sorte devancer par les événements qui se sont produits en Égypte. Par exemple, Barack Obama a fait plusieurs communiqués un peu contradictoires quand même. Et comment analysez-vous l'attitude de Paris à l'égard de ce qui se passe au nord de l'Afrique, en Tunisie, en Égypte, s'il vous plaît? Ce qui est le plus frappant, c'est le contraste existant entre les États-Unis d'Amérique, dont on connaît bien entendu les orientations, mais qui sont très attentifs à tout ce qui se passe dans le monde et qui sont intervenus immédiatement. Obama a envoyé un émissaire spécial en la personne de Frank Wisner, qui est un vétéran de la diplomatie américaine et qui était d'ailleurs un très grand ami d'Obama pour essayer de voir ce qui se passait sur place. D'un côté, ils n'ont pas vu venir cette révolte, mais ils sont quand même intervenus très vite dès lors qu'elle a éclaté. Cette attitude contraste énormément avec celle de la France et d'une manière plus générale de l'Union européenne. Vous savez qu'il y a maintenant un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne qui a brillé par son absence totale, tant au moment des événements de Tunisie que des événements d'Égypte. Donc on a véritablement l'impression que les Européens vivent actuellement coupés des enjeux géopolitiques mondiaux, en quelque sorte en état d'apesanteur. Et c'est également vrai pour la France, dont les liens avec le gouvernement de Ben Ali en Tunisie et de Moubarak en Égypte étaient tout à fait notoires.